Juin 2016, retour dans le passé, l'Euro démarre en France, Payet nous offre un but exceptionnel pour ouvrir la compétition contre la Roumanie, et il y a quasiment 7 ans, jour pour jour, il se passait ça. Ronaldo's made his move, it's Ronaldo! Oh, sensational! Cristiano Ronaldo has leveled it up for Portugal! Un tournant pour la Seleção, un tournant pour l'équipe portugaise qui lança véritablement son Euro en arrachant un nul contre la Hongrie. Dans ce troisième épisode de votre série Grand Récit, retour sur la folle aventure portugaise à l'Euro 2016. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour le troisième épisode de la série Grand Récit, l'Euro 2016 du Portugal. On s'en souvient tous, d'abord parce que c'est assez récent, parce que c'était en France et bien sûr parce que c'est la France que le Portugal a défait en finale de l'Euro. J'avais envie de me replonger sur ce parcours en 2023 avec en plus des témoignages de supporters portugais que vous retrouverez dans le dernier chapitre de la vidéo. Ça amorce tout doucement notre préparation pour l'Euro 2024 sur la chaîne qui va être exceptionnel. Avant qu'on commence, et si le contenu vous plaît les amis, n'hésitez surtout pas à liker pour le référencement de la chaîne, ça permet de donner de la visibilité à la vidéo, et puis à vous abonner et activer la cloche. Voilà, c'est une vraie récompense pour le travail. Merci du fond du cœur à celles et ceux qui le feront. J'attends aussi votre avis sur cette Euro 2016 du Portugal en commentaire. Installez-vous tranquillement et on est parti. Et avant toute chose, quand on analyse une compétition rétrospectivement, quand on parle du passé et en plus en football, il faut analyser la situation pré-compétition. Comme me l'a rappelé justement Alexandre de Trivela, qu'est-ce que le Portugal avant l'Euro 2016? C'est déjà une nation qui n'a jamais gagné un trophée, qui est passé proche en 2006, demi-finaliste du mondial, finaliste malheureux de l'Euro à la maison en 2004, demi-finaliste malheureux aussi en 2000. C'est une équipe qui a connu des désillusions. La confiance et le moral ne sont pas non plus au beau fixe puisque le Portugal sort du fiasco du mondial 2014, éliminé dès les poules, notamment avec une valise de l'Allemagne, exit Paulo Bento et arrive après la compétition Fernando Santos qui était alors sélectionneur de la Grèce. Le Portugal passe aisément son groupe d'éliminatoires et se retrouve à l'Euro sans imaginer une grande épopée et malgré le retour de Quaresma en sélection qui offre quelques perspectives mais sans plus. Le Portugal fait partie des outsiders mais il n'a pas l'équipe la plus forte, la plus complète et je me souviens que 3 équipes en 2016 sont attendues et sont les grandes favorites. La France, pays hôte de l'Euro et plutôt en bonne forme. La Belgique qui disputait une des premières compétitions avec sa génération et qui était très attendue, que ce soit par les journalistes, observateurs et bookmakers. Et bien sûr l'Allemagne, la meilleure équipe du monde à l'époque qui venait de gagner la Coupe du Monde. L'Euro commence et c'est le début d'une sacrée histoire. Pour le Portugal, l'Euro débute le 14 juin, le dernier jour de la première journée, puisque le Portugal est dans le groupe F, le dernier groupe, et celui-ci est composé de l'Islande, de l'Autriche et de la Hongrie. La nouveauté avec cet Euro 2016, c'est que 8 équipes de plus jouent la compétition, on passe de 16 à 24, donc 4 des 6 meilleurs troisièmes peuvent se qualifier pour la suite de la compétition, les 8e. Et dans ce groupe, on sait que ça aura une incidence capitale. Quand on regarde le groupe, très clairement, le Portugal est favori, il arrive d'un groupe largement à sa portée. L'Islande, c'est le premier Euro de son histoire. La Hongrie, ça fait 44 ans qu'elle l'a plus joué. Et pour l'Autriche, ça va être son 3e Euro depuis 1980. Et le dernier qu'elle a joué en 2008, c'est parce qu'elle était co-pays hôte. Donc très clairement, on se dit que ça va être un groupe que le Portugal va survoler. Mais c'est la beauté de ces compétitions, et je trouve de l'Euro 24, c'est que des surprises peuvent avoir lieu. 14 juin 2016 à Saint-Etienne, le Portugal joue l'Islande. La rencontre paraît déséquilibrée, mais la ferveur est magnifique. Une bonne partie du pays islandais est dans le stade Geoffroy Guichard. L'engouement est dingue, et puis les Portugais sont bien évidemment nombreux, en plus de la grande communauté lusophone dans le Rhône-Alpes. Nani ouvre le score en première mi-temps sur un beau mouvement collectif, mais en seconde mi-temps, c'est un visage connu de cet Euro 2016 qui va égaliser. L'Islandais Bernhardsson, complètement seul, inscrit le but du 1 partout. L'Islande tient le nul et malgré des stats déséquilibrés, 72% de position pour le Portugal, 26 tirs à 4, la Seleção est tenue en échec contre une vaillante équipe d'Islande qui disputait son premier match d'Euro. Un résultat très décevant pour le Portugal, sachant que dans l'autre match, la Hongrie a battu l'Autriche dans un derby historique. Deuxième journée, 4 jours après à Paris, le Portugal défie l'Autriche et c'est que dans l'autre match, la Hongrie et l'Islande se sont quittés sur un nul 1 partout. Le match est une nouvelle fois dominé par le Portugal qui multiplie les occasions comme contre l'Islande. Il y a un nombre de situations incroyables, mais Almer, le gardien autrichien, fait un match fantastique. Ce qu'on retient bien évidemment de cette rencontre, c'est le penalty manqué de Ronaldo qui tape le poteau. Nouvelle déception pour le Portugal, 0-0, deuxième match nul après 2 journées. Je me souviens encore de comment la situation était présentée pour le Portugal après ce deuxième match. La presse commençait à s'inquiéter, à parler de ce manque d'inefficacité, de maladresse, etc. Il y avait des stats qui étaient symboliques puisque le Portugal avait tenté 49 tirs en 2 matchs pour 1 but et CR7, tenez-vous bien, 21. Dites-vous qu'au bout de 2 journées,
Ronaldo avait tiré 21 fois au but sans marquer. C'était plus de tirs que 10 équipes de l'Euro. C'est assez incroyable. À une journée de la fin, le Portugal est donc à égalité avec l'Islande à 2 points et ne doit absolument pas perdre son dernier match au risque d'être éliminé. Dernière journée de phase de poule à Lyon, le 22 juin 2016, le Portugal défie une équipe hongroise très intéressante depuis le début de la compétition. Il y a une donnée extrêmement importante avant de commencer à jouer. Le Portugal sait que le match nul lui offrira, quoi qu'il arrive, la qualif en 8e. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être dans les deux pires 3e de l'Euro, puisque l'Albanie et la Turquie sont à 3 points, mais moins 2 de différence de but. Donc si le Portugal fait le nul, il sera à 3 points et 0 de différence de but, donc forcément devant et qualifié. C'est parti à Lyon, c'est parti aussi à Saint-Denis où l'Islande joue l'Autriche dans l'autre match. On va vivre une après-midi incroyable, pour moi une des meilleures des 2-3 derniers Euros. La Hongrie ouvre le score tôt dans le match à la 19e, conséquence le Portugal avec 2 points est provisoirement éliminé. Dans le même temps, dans l'autre match, l'Islande ouvre le score contre l'Autriche, l'Islande est 2e avec 5 points provisoirement. À la 40e, le Portugal égalise par l'intermédiaire de Nani sur une passe décisive de Ronaldo, ça fait 1 partout. Le Portugal est à 3 points et de nouveau qualifié. Voilà le classement du groupe à la mi-temps. La seconde mi-temps démarre et alors là, on va vivre un scénario incroyable. En 8 minutes, 3 buts sont inscrits entre le Portugal et la Hongrie. Les Magyars reprennent l'avantage dès le retour du vestiaire sur ce coup franc dévié à la 47e, 2-1. Le Portugal est de nouveau éliminé. 3 minutes plus tard, Cristiano Ronaldo s'offre son premier but dans cet Euro 2016, une magnifique Magyar qui permet au Portugal de recoller 2 buts partout. Premier but pour CR7 dans cet Euro 2016, ça fait alors 4 Euros consécutifs avec au moins un but. 3 minutes plus tard, la Hongrie reprend une nouvelle fois l'avantage, exceptionnel 3-2 dans ce match fou. Le Portugal rebascule à 2 points et est provisoirement éliminé. Une autre nouvelle va venir encore chambouler le groupe, mais cette fois elle vient de Saint-Denis. L'Autriche égalise contre l'Islande, conséquence l'Islande voit son écart diminuer mais reste pour le moment 2e. 2 minutes plus tard, Cristiano Ronaldo encore lui égalise de la tête, 3-3 et ramène le Portugal à flot. Et encore mieux, le Portugal dépasse désormais l'Islande et se retrouve 2e du groupe grâce à une meilleure attaque. Le temps passe en seconde mi-temps et là on commence à faire les calculs car on sait que si le Portugal termine 2e, il jouera l'Angleterre en 8e de finale. On sait aussi, sans être sûr à 100%, mais très probablement, que le premier de ce groupe, donc la Hongrie, va jouer la Belgique en 8e. Et peut-être qu'à ce moment-là, les Portugais ne font pas tout ce qu'il faut pour aller chercher la victoire qui les ferait passer de l'Angleterre à la Belgique probablement. Est-ce que ça a été un calcul pris en considération? Peut-être. Rien ne se passe véritablement en seconde mi-temps et le temps additionnel est quasiment pas joué. Les Hongrois se font la passe à 10 dans leur camp, les Portugais vont pas presser. Ça faisait penser un peu à une fin de match retruquée, alors que le match avait été joué à 200%, mais c'est un résultat qui avait l'air de convenir à tout le monde. Fin du match, 3 partout, le Portugal est qualifié. Mais nouveau changement au Stade de France, l'Islande vient d'inscrire le but du 2-1 contre l'Autriche à la 94e. Conséquence, l'Islande passe 2e et le Portugal redescend au 3e rang. La Hongrie joue la Belgique en 8e, l'Angleterre donc c'est pour l'Islande et le Portugal, finalement 3e, hérite de la Croatie. Fin des phases de poule pour le Portugal qui parvient à se qualifier de façon difficile et stressante pour la phase finale de l'Euro. Mais l'essentiel est là, le match contre la Hongrie est un tournant pour le Portugal. C'est donc la Croatie qui se dresse à Lens, à Bollaert sur la route du Portugal et la Croatie a fait très peur puisqu'elle a réalisé une belle phase de poule en terminant en tête devant l'Espagne qu'elle a battue lors de la dernière journée. En première mi-temps, le match assez fermé, assez décousu, quelques situations de part et d'autre, mais on sent que c'est un match tendu. Et il faut dire quand même que le Portugal est bousculé, on n'est pas du tout sur une équipe qui tire autant que sur ces 2 premiers matchs de la compétition. En deuxième mi-temps, le Portugal sur la même ligne, bloc très compact, solidité recherchée et ne domine que peu les débats offensivement. C'est la Croatie, notamment avec cette tête de Vida, qui s'offre les plus grosses occasions. Aucune équipe n'arrive à faire la différence, on va donc en prolongation. Et là encore, on sent que le Portugal est au bord de la rupture. La Croatie a les meilleures opportunités, dont celle-ci à la 115e minute de jeu. Tête de Perisic qui vient mourir sur le poteau de Rui Patricio. La suite de l'histoire, terriblement cruelle pour la Croatie, on la connaît. Sur le contre, Sanchez percute, Cernani qui trouve Ronaldo. CR7 est mis en échec, mais qui surgit à la 116e pour pousser de la tête le ballon au fond des filets. Quaresma, celui qui n'avait pas été retenu pour la Coupe du Monde 2014, offre au Portugal une nuit de folie après des longues minutes de souffrance. Malgré une dernière chaude opportunité pour Vida, à la 122e, le Portugal s'impose à l'arraché 1-0 et se qualifie pour les quarts de finale de l'Euro 2016. En quart, c'est la Pologne de Lewandowski qui affronte le Portugal et malgré un super départ grâce à ce but de son numéro 9 après 2 minutes, la Pologne va baisser la garde et la grande révélation portugaise de l'Euro, Renato Sanchez va en profiter pour égaliser à la 33e. Malgré des opportunités de part et d'autre, notamment cette frappe de Cédric,
Une fois de plus, le Portugal joue des prolongations et alors si les 90 premières minutes avaient été parfois très sympas avec des situations, les prolongations sont totalement fermées, aucune équipe ne parvient à faire les différences, ce sont donc les tirs au but qui vont départager les deux nations. En bon leader, Ronaldo qui dit à Moutinho de venir les frapper car c'est dans les mains de Dieu, commence la série et met le Portugal sur de bons rails. Lewandowski, Sanchez, Milik, Moutinho, Glick, Nani vont tous marquer. Błaszczykowski, quatrième frappeur polonais, voit malheureusement pour sa sélection sa tentative arrêtée par Patricio. La balle de match est convertie par Monsieur Quaresma, déjà joueur clé en 8e. Comme en 2012, le Portugal se qualifie pour les demi-finales de l'Euro 2016. Et là, on peut commencer à se poser des questions. Est-ce que derrière tout ça, derrière ce parcours, on n'a pas la réussite du champion? Sortir 3e difficilement, avoir les ressources mentales de rien lâcher, gagner contre une belle Croatie en étant efficace, solide, battre la Pologne au tir au but. Il y a quand même beaucoup de signes où tu te dis ouh, cette équipe-là, dans les grands moments, elle a répondu présent. Parce que c'est la vérité, même si c'est pas flamboyant, une grande équipe, elle répond présent dans les grands moments. Elle fait pencher les détails en sa faveur. Il s'est construit quelque chose dans ce groupe avec ce parcours, on le sent dans les attitudes. La dernière étape pour tenter de rejoindre la finale, c'est se défaire d'une équipe surprise de la compétition, le Pays de Galles en demi-finale de l'Euro après avoir sorti la Belgique en quart. La rencontre est marquée une fois de plus par l'importance capitale de Ronaldo, buteur sur corner d'une tête magnifique à la 50e minute de jeu. 2 minutes plus tard, CR7 est encore dans le coup et sa frappe un peu écrasée et déviée par Nani, 2-0. En 3 minutes, le Portugal éteint totalement le Pays de Galles. La Seleção pousse pour marquer un 3e, le match est très largement bien géré par le Portugal qui s'impose 2-0 et se qualifie pour la finale de l'Euro 2016, sa 2e finale de son histoire après celle perdue en 2004. Ce match, c'est la seule victoire du Portugal dans les 90 premières minutes à l'Euro et c'est un succès largement mérité. Je pense que le seul match de la compétition, le Portugal, n'a pas été inquiété que ce soit au score, mais aussi dans le déroulé de la rencontre. La suite, elle s'écrit à Saint-Denis. 10 juillet 2016, finale de l'Euro. Après avoir perdu en 2000 au but en or contre la France et en demi-finale de Coupe du Monde en 2006, les Portugais ont l'occasion rêvée de prendre leur revanche. France-Portugal, quelle finale exceptionnelle entre le pays hôte qui a sorti de champion du monde en titre en demi et qui est porté par le meilleur buteur de la compétition, Griezmann. De l'autre, le Portugal au mental, au forceps qui a rejoint la finale avec un vrai groupe qui s'est formé et consolidé tout au long de la compétition. Ronaldo monte en puissance et tire sa sélection vers le haut. C'est un match pour l'histoire, pour le 3e Euro pour la France, ou le premier pour le Portugal. 7 minutes de jeu et le premier grand choc de la soirée, c'est cette blessure au genou de Ronaldo après un contact avec Payet. Malgré des tentatives pour rester sur la pelouse, CR7 ne peut plus continuer. À la 24e, en larmes, il est évacué en civière sous les applaudissements du Stade de France. Le Portugal doit continuer la finale en perdant son talisman, sa star. C'est un immense coup dur. Le Portugal va poursuivre sur sa belle phase finale en matière défensive, comme contre la Croatie et la Pologne. Griezmann bute sur Patricio, Sissoko, auteur d'une finale incroyable aussi. Dominé, le Portugal résiste. En seconde mi-temps, on repart sur les mêmes bases. Le match est disputé, la France pousse. À la 65e, Coman trouve Grisou, mais ce dernier au 6 mètres manque le cadre de peu. C'est l'une des plus grosses occasions pour les Bleus dans ce match. Battu, Patricio peut souffler. Il s'interpose néanmoins à la 75e sur ce tir de Giroud. Toujours 0-0. À la 78e minute, un autre petit événement s'opère, mais pour l'heure, personne ne le sait encore. Le temps passe, les occasions s'enchaînent, le Portugal essaye de piquer en contre. À la 91e, le cœur de millions de supporters s'arrête quand la frappe de Gignac heurte le poteau de Patricio qui était battu. Un signe du destin peut-être, les mêmes vus contre la Croatie ou la Pologne. Le Portugal et la France se quittent à la fin du temps réglementaire sur un 0-0. La France aura poussé pour ouvrir le score. En prolongation, la fatigue est là, la tension aussi, et Der n'est pas loin d'ouvrir le score sur corner à la 103e, mais c'est à la 108e qu'il va faire basculer le match. La télé portugaise peut en témoigner. Le virage portugais est en délire, Ronaldo est en extase, le Portugal ouvre le score à 12 minutes de la fin de la prolongation. Une déchirure pour la France, le ciel tombe sur la tête des Bleus. Les dernières minutes sont irrespirables, passe à une vitesse pour les Bleus, sont éternelles pour les Portugais. Ronaldo se mue en entraîneur fou sur le banc. À la 122e, Atkinson libère toute une nation, battue en 2004 à la maison par la Grèce. Le Portugal inflige le même scénario aux Bleus. C'est le premier titre de l'histoire de la sélection, le premier Euro de la Seleção. Ronaldo, blessé mais aux anges, soulève la coupe Henri Delaunay. Le Portugal est champion d'Europe. Bien sûr, la douleur est restée importante pour nos Bleus, mais certain que cet échec a servi pour conquérir le monde en 2018 et au final refermer un peu la plaie de cet échec, de ce sacre portugais tant inattendu que fou, tant fondateur qu'éternel. Ce qui en a fait aussi la force et le poids, c'est qu'il a marqué tout un pays, toute une communauté, une diaspora et des millions de supporters, et certains d'entre eux
m'ont fait part de leurs émotions et sentiments sur cet Euro. Adeptos, une super page du football portugais sur Twitter, me raconte son émotion devant beaucoup de moments, ce qu'a fait Sanchez contre la Pologne, Quaresma, Eder, cette succession de moments fantastiques qui ont conduit au sacre. Et bien sûr, comme beaucoup, cet Euro c'est aussi la fierté du pays d'origine, le pays des grands-parents par exemple. Leandro Lopez, un supporter portugais, retient lui l'évolution du Portugal sur l'Euro, un groupe passé d'un jeu pauvre et moyen à une vraie cohésion solide face à de nombreuses épreuves. Leandro insiste notamment sur le match contre la Hongrie, qui est véritablement le tournant pour le Portugal. Le journaliste Angelo Lopez affirme avoir vécu toutes les émotions possibles durant cet Euro, mais insiste sur l'aspect inattendu du sacre, avec une équipe qui n'était pas la meilleure sur le papier, mais qui avait cette solidarité, ce grand cœur, cette faculté de se surpasser, et c'est cette force collective qui a permis de mener le Portugal vers l'Euro. Et puis un dernier témoignage, évidemment, Alexandre Ribeiro de Trivela, un des grands médias du foot portugais en France. Lui, pareil, retient des joueurs qui ont été fous, comme Patricio et Pepe en finale, Sanchez tout au long de la compétition, tous ces souvenirs ineffaçables, comme le but de Quaresma contre la Croatie et d'Eder en finale. Il y a aussi cette idée d'imprévisibilité, parfois d'absence de maîtrise du scénario, qui ont fait que les fans portugais ont souffert tout au long de la compétition mentalement. Et puis dernier commentaire assez intéressant d'Alexandre, c'est un sac qui a permis de décomplexer la Seleção. Oui, le Portugal est capable de gagner des titres, et ça a très certainement changé la carrure, le statut de la sélection portugaise. Ma conclusion personnelle sur cet Euro 2016 du Portugal se résumerait en un mot, l'irrationalité. Il n'y a rien de rationnel dans ce parcours du Portugal. Il termine 3e du groupe sans avoir gagné un match. C'est la seule équipe de l'Euro à s'être qualifiée en 8e sans avoir gagné un match de poule. Il y a ce but de Quaresma contre la Croatie qui suit le poteau de Perisic. Pepe qui fait un Euro incroyable, Ronaldo qui dit à Moutinho que le pénalty c'est dans les mains de Dieu, Renato la révélation du Portugal, CR7 qui porte sa sélection mais se blesse au bout de 10 minutes en finale, il sort en pleurs mais se mue comme un entraîneur déchaîné dans le match, le poteau de Gignac en finale, Eder le super sub qui marque le but du titre, dites-vous que c'est le seul grand accomplissement de sa carrière, ce but même côté portugais, il était critiqué et c'est lui qui offre le sacre, c'est même pas un one season wonder, c'est un one moment wonder, un moment hors du temps, bref. Tout ça en ayant Santos sur le banc, qui n'est pas forcément le coach le plus connu et renommé à l'époque, en n'ayant toujours pas de titre et en n'étant pas du tout favori. Bref, c'est une histoire totalement rocambolesque. Et enfin, ma dernière conclusion, elle est objective. Et elle va un peu à l'encontre de ce qui avait été dit sur le Portugal en France. Une équipe nulle, qui a volé le sac de la France, qui ne mérite pas, qui est terminée 3e du groupe, etc., etc. Bien évidemment, ça n'a pas été le parcours le plus linéaire, le plus beau. Bien évidemment que pour gagner une compétition, il faut de la chance. Bien évidemment que sur un match, tu peux gagner en n'ayant pas mérité. Maintenant, sur un Euro, on n'arrive pas en finale par hasard. Et beaucoup se sont rappelés quand on a gagné la Coupe du Monde 2018 que l'équipe qui gagne, c'est pas forcément celle qui joue le mieux sur le terrain. C'est celle qui mentalement est plus forte, constitue un groupe plus solide et aussi, il faut le dire, à la réussite de champion. Le Portugal a fait valoir ces qualités-là, réussite, chance, bien sûr, mais aussi abnégation, rigueur, mentalité, ils n'ont jamais rien lâché. Et je peux vous assurer qu'à l'étranger, en Allemagne, en Italie ou en Espagne, ce qu'on retient, c'est pas que le Portugal est moins bien joué que la France en finale ou qu'il soit passé par la 3e place des groupes, mais bien qu'il ait gagné l'Euro, et c'est souvent ça ce qui reste. Ce qu'on retient en football, c'est celui qui a écrit sa ligne sur le palmarès. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo grand récit. Merci d'avoir suivi, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en likant et puis en écrivant votre avis en commentaire sur cette épopée. On se fera tous un plaisir de se lire et de débattre, donc n'hésitez pas à écrire votre avis. J'en profite pour remercier très chaleureusement Leandro, Alexandre, Adeptos et Angelo qui m'ont donné quelques informations et qui ont partagé leur avis très intéressant. Vous aurez leur lien Twitter en description et aussi la chaîne YouTube de Trivela, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour pour en apprendre plus sur le football portugais. On se retrouve normalement dimanche pour le bilan ultra, ça va être le feu. Prenez soin de vous et profitez des vôtres. Allez, ciao!